Dossier numéro 3. Vous êtes de garde aux urgences, vous accueillez une patiente de 63 ans pour dyspnée et œdème des membres inférieurs. Dans ses antécédents, on retrouve un cancer du sein gauche qui a été traité par chirurgie avec une mammectomie totale, un curage ganglionnaire, une radiothérapie et une chimiothérapie il y a 4 ans. Sur le plan cardio-respiratoire, elle n'a aucun antécédent médical ni chirurgical. Elle ne prend plus aucun traitement depuis plusieurs années. Depuis quelques mois, elle est dyspnéique, ses jambes gonflent, et depuis le début de la semaine, elle est devenue vraiment très dyspnéique, son état respiratoire se dégrade, du coup ses enfants décident de l'amener aux urgences. Quand vous l'examinez, elle est hypotendue avec 82,53 mm de mercure de pression artérielle, elle est tachycarde à 125 par minute, tachypnéique avec 23 par minute de fréquence respi, elle désature à 86% en air ambiant, elle est apyrétique. À l'examen physique, vous retrouvez des œdèmes des membres inférieurs qui remontent jusqu'aux cuisses avec des œdèmes des lombes. On a des râles crépitants qui remontent jusqu'à mi-champ pulmonaire, une turgescence jugulaire, une hépatomégalie, un reflux hépato-jugulaire. Vous retrouvez des marbrures au niveau des membres inférieurs. Le reste de l'examen clinique est sans particularité. Première question, interpréter l'électrocardiogramme. Donc c'est un électrocardiogramme avec un rythme qui est régulier, qui est non sinusal, puisqu'on voit 2 ondes P pour 1 QRS. On a une tachycardie à 150 par minute. L'axe est gauche. Voilà. Alors que dire sur les ondes P? On a 2 ondes P pour un QRS. C'est un aspect en toit d'usine, donc c'est des ondes de flutter, ce qu'on appelle des ondes F, avec un aspect de flutter 2 pour 1. Les QRS sont fins, sans onde Q. Ils sont amples, avec un aspect d'hypertrophie ventriculaire gauche, vu qu'on a un indice de Sokolov à plus de 35 mm. Les ondes T sont négatives en V5, V6. Ce qui est un argument pour parler de surcharge. Bref, en conclusion, on a une tachycardie sur un flutter atrial 2 pour 1, avec à côté de ça une hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique à électrocardiogramme. Deuxième question, vous recevez le bilan biologique de la patiente. Elle a 6500 blancs, un taux d'hémoglobine normal, des plaquettes normales, une hyperkaliémie modérée à 5,1, une hyponatrémie à 127, chlorure normale, une insuffisance rénale avec une créatinémie à 278, une cytolyse hépatique à 6 fois la normale, une cholestase à 3 fois la normale et 2,5 fois la normale pour une bilirubine. La gazométrie artérielle montre une PaO2 à 62, une PaCO2 à 35, des bicarbonates à 26, des lactates à 3,5, un pH à 7,43, une troponine un peu élevée à 0,52 pour une normale inférieure à 0,15 dans le laboratoire, un BNP à 8720 unités. La radio thoracique montre un syndrome alvéolaire bilatéral avec un aspect de cardiomégalie. Vous faites une échographie cardiaque de débrouillage au lit qui retrouve des cavités gauches très dilatées, une hypokinésie globale, une fraction d'éjection du ventricule gauche à moins de 20%. Quel est votre diagnostic complet? Donc ici, il s'agit d'un choc cardiogénique. Donc pourquoi choc cardiogénique? Parce que la patiente est en choc, elle est hypotendue, marbrée, avec des signes de gravité, sur une insuffisance cardiaque globale, avec des signes d'insuffisance cardiaque gauche, l'œdème aigu du poumon, avec la détresse respiratoire, les crépitants, et des signes d'insuffisance cardiaque droite, avec l'anasarque, turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, hépatomégalie, œdème des membres inférieurs. Et puis, ce choc est compliqué de détresse respiratoire aiguë par œdème aigu du poumon, d'insuffisance rénale avec un probable rein de choc, d'où la créatininémie très élevée, et d'altération du bilan hépatique qu'on peut attribuer à un foie de choc avec la modification du bilan hépatique, et compliqué d'hyponatrémie par inflation hydrosodée. Alors, le facteur déclenchant de ce choc cardiogénique, c'est un probable passage en flutter atrial rapide. Et la cardiopathie sous-jacente, c'est une probable cardiopathie dilatée qui, vu le contexte de la patiente avec une notion de chimiothérapie et de radiothérapie, est probablement iatrogène. Pouvez-vous interpréter la gazométrie? Alors oui, sur la gazométrie, vous voyez d'abord un pH à 7,43, ce qui correspond à une alcalose. La PaCO2 est basse, à 35, donc inférieure à 40, donc ça correspond à une alcalose respiratoire. Les bicarbonates sont à 26 pour une norme entre 22 et 28, donc il n'y a pas de compensation. Donc là, il s'agit d'une alcalose respiratoire non compensée. PaO2 à 62, c'est une hypoxémie. Et donc on a une alcalose respiratoire non compensée avec hypoxémie.
on peut voir un effet Schindler vu que le rapport PaO2 plus PaCO2 est inférieur à 120. Et donc ce tableau d'alcalose respiratoire non compensée avec hypoxémie et effet Schindler, c'est un aspect qui est tout à fait compatible avec un OAP cardiogénique. C'est aussi un gaz du sang qu'on pourrait voir dans une pneumopathie infectieuse, dans une embolie pulmonaire ou dans d'autres étiologies. Et quels sont les mécanismes de l'hyperkaliémie? Alors, dans ce contexte, la cause la plus probable de l'hypercalémie, c'est dû secondaire à l'insuffisance rénale. Il faut savoir qu'une insuffisance rénale, quand on est fonctionnel, on a tendance à garder du sel, à éliminer du potassium, on se retrouve plutôt sur le versant hypokaliémie. Quand l'insuffisance rénale devient organique, on a une tendance aux rétentions de potassium et une tendance à l'hyperkaliémie, ce qui est plutôt le cas chez cette patiente. Bien sûr, dans un tableau comme ça, on a une hyponatrémie avec une hyperkaliémie, une patiente en mauvais état général. Le diagnostic différentiel est éliminé, c'est celui d'insuffisance surrénalienne aiguë. Il faudra y penser, en tout cas pensez-y en pratique. Alors, troisième question, quelle prise en charge thérapeutique envisagez-vous? Donc, ici, il s'agit d'une urgence vitale, puisque c'est une patiente en choc cardiogénique. Il faut l'hospitaliser en soins intensifs cardiologiques ou en réanimation. En termes de mise en condition, il faut que la patiente soit mise au lit, soit demi-assise pour mieux respirer vis-à-vis de son OAP, qu'elle soit scopée, monitorée, qu'elle bénéficie de la pose de 2 voies veineuses périphériques, plus ou moins d'une voie centrale pour les catécholamines. Il faut la sonder au niveau urinaire pour mieux contrôler la diurèse. La prise en charge, on a différents points à traiter. On a 3 points essentiels. D'une part, traiter l'œdème aigu du poumon. D'autre part, traiter le choc cardiogénique. D'autre part, traiter le flotteur. Alors, traiter l'œdème aigu du poumon, c'est une oxygénothérapie au masque à haute concentration, des diurétiques de lance à forte dose. Ici, les dérivés nitrés sont contre-indiqués parce que la patiente est hypotendue, donc on ne peut pas les mettre. La ventilation non invasive sera mise en cas de détresse respiratoire malgré traitement, mais ici il n'y a pas d'indication, vu qu'en ventilation spontanée, il n'y a pas d'hypercapnie, on a une hypoxémie qui n'est pas sévère. Ensuite, la prise en charge du choc cardiogénique. Il faut penser à arrêter tous les médicaments inotropes négatifs, donc notamment des bêta-bloquants, à arrêter absolument. Et puis, vu l'état de choc, il faut mettre la patiente sous catécholamine, donc mettre de la dobutamine en IVSE. Si ça ne suffit pas, on pourra discuter d'autres traitements, des assistances cardiaques, etc. Enfin, le traitement du flotteur. Traitement du flotteur, il faut d'abord l'anticoaguler. Un flotteur, tout comme une fibrillation atriale ou une tachycardie atriale, c'est une indication à une anticoagulation efficace. Ensuite, il faut le ralentir. Le problème, c'est que cette patiente, ça va être difficile à ralentir vu que la digoxine est contre-indiquée du fait de l'insuffisance rénale et que les inhibiteurs calciques ou les bêta-bloquants sont contre-indiqués du fait de leur effet inotrope négatif. Du coup, on a peu de médicaments utiles. Pour réduire la patiente, en théorie, il vaudrait mieux avoir une anticoagulation efficace pendant 3 semaines ou une ETO pour montrer l'absence de thrombus intracardiaque, vu que les troubles durent depuis plus de 24 à 48 heures. Donc, si l'évolution clinique est favorable avec le traitement de l'OAP et le traitement du choc cardiogénique, il vaut mieux anticoaguler le flotteur et se laisser un peu de temps. Si, malgré le traitement médical optimal, la patiente est instable, mal équilibrée et qu'on sent la nécessité de réduire le flotteur, on pourra proposer une réduction en urgence par choc électrique externe ou par cordarone, sous anesthésie générale, de préférence après une échographie transœsophagienne qui montre l'absence de thrombus intracardiaque, si l'état de la patiente permet de faire l'examen. Il ne faut pas oublier le traitement symptomatique, donc tout ce qui est antalgique, tout ce qui est mesures de prévention, nursing, etc. Prévention des complications de décubitus, anticoagulation, voilà. Et puis, c'est une patiente qu'il faut surveiller, donc surveillance clinique et paraclinique de l'efficacité et de la tolérance du traitement. Pour le choc, il faut que vous surveillez les constantes, la pression artérielle, la diurèse, les signes de choc. Il faut que sur le plan biologique, surveiller les lactates, le bilan hépatique et la fonction rénale pour le rein de choc et le foie de choc. Pour ce qui est de l'OAP, il faut surveiller les constantes, la fréquence respiratoire, la saturation. Il faut surveiller l'auscultation pulmonaire, les râles crépitants. Il faut surveiller la gazométrie artérielle et puis le ionogramme et la fonction rénale du fait du traitement diurétique.
Pour le flotteur, il faut surveiller la fréquence cardiaque et bien sûr surveiller l'électrocardiogramme. Alors, quatrième question. L'évolution est favorable dans les jours qui suivent. Les catécholamines puis l'oxygène sont sevrés. L'échographie cardiaque en rythme sinusal, en l'absence d'inotrope, retrouve un cœur très dilaté, avec un diamètre télédiastolique du ventricule gauche à 81 mm, une hypokinésie globale, une fraction d'éjection très abaissée de l'ordre de 15%. Alors, quatrième question, quelles sont les étiologies des cardiopathies dilatées ? Donc, les cardiopathies dilatées, on a beaucoup d'étiologies. On a les étiologies cardiaque, c'est l'évolution de toute cardiopathie valvulaire, toute cardiopathie ischémique, toute cardiopathie hypertensive, toute cardiopathie toxique. Pensez à l'alcool, aux produits de chimiothérapie, de radiothérapie, aux antidépresseurs tricycliques. Les cardiopathie infectieuses, notamment les myocardites virales ou les myocardites à VIH. Ensuite, on peut avoir des cardiopathies dilatées idiopathiques. On peut avoir des cardiopathies de cause rythmique sur des troubles du rythme cardiaque chronique. On peut avoir des cardiopathies dilatées de cause endocrinienne, notamment la dysthyroïdie, l'acromégalie, le diabète, les syndromes de Cushing. On peut avoir des cardiopathies dilatées de cause inflammatoire, dans le cadre de connectivite, de granulomatose, de maladies de surcharge, notamment l'hémochromatose. On peut avoir des cardiopathies dilatées carentielles, notamment dans les carences en vitamine B1, carences en sélénium, les hypocalcémies. On peut avoir des cardiopathies dilatées dans le postpartum. Bref, beaucoup d'étiologies, que ce soit des causes cardiaques, des maladies systémiques, des maladies génétiques ou des causes totalement idiopathiques. Cinquième question. La patiente suspecte la radiothérapie d'être la cause de sa pathologie. Quelles sont les atteintes cardiaques de la radiothérapie ? Donc de la même façon, il faut savoir que la radiothérapie, c'est un traitement oncologique qui n'a plus à faire ses preuves, mais il y a énormément de toxicité au niveau cardiaque. Première toxicité, c'est des problèmes de maladie coronaire. C'est-à-dire la radiothérapie, c'est toxique, ça favorise l'athérosclérose et ça appauvrit en capillaire myocardique, d'où une ischémie chronique. Ça touche plus souvent les artères antérieures, notamment l'artère interventriculaire antérieure, parce que la radiothérapie est plus souvent faite par voie antérieure. Les lésions sont souvent proximales, souvent ostiales, donc parfois graves. Et il faut savoir que souvent la radiothérapie abîme l'innervation autonome et du coup on a un fort risque d'ischémie qui est asymptomatique. Ensuite, la radiothérapie peut poser des problèmes de péricarde avec des péricardites aiguës pendant les radiothérapies ou des péricardites chroniques constrictives à distance des radiothérapies. Il y a des problèmes au niveau myocardique. La radiothérapie favorise la fibrose myocardique avec une part ischémique liée aux lésions de la microcirculation, une part associée avec la iatrogénie des chimiothérapies, notamment les anthracyclines. Voilà, ça fait de la dysfonction systolique avec altération de la FEVG, de la dysfonction diastolique, de la cardiopathie restrictive, des atteintes du cœur gauche, du cœur droit, etc. Ensuite, la radiothérapie peut poser des problèmes au niveau des valves, des valvulopathies qui sont surtout mitrales et aortiques et qui s'aggravent avec le temps. Ça peut être des insuffisances ou des rétrécissements. La radiothérapie, ça peut provoquer des troubles de la conduction en abîmant les voies de conduction, des blocs de bronche droit, des BAV complets. Parfois, on a besoin de poser des pacemakers suite à des radiothérapies. Ça peut poser des troubles du rythme, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis, ça peut aussi poser des problèmes de dysautonomie neurovégétative, c'est-à-dire des problèmes de régulation neurologique du cœur, d'où des tachycardies inexpliquées, d'où des pertes de la variabilité du rythme cardiaque avec le rythme respiratoire, et d'où des diminutions de perception de la douleur angineuse, ce qui fait une plus grande proportion d'infarctus qui passe inaperçu. Enfin, on peut avoir d'autres types de modifications valvulaires, vasculaires, des sténoses des artères pulmonaires, des fibroses ou athéroscléroses des artères carotides. Sixième question. Une classe médicamenteuse fréquemment prescrite comme chimiothérapie antitumorale est fréquemment responsable de ces tableaux de ce type. Laquelle ? Donc, c'est quelque chose d'assez fréquent, c'est que certains produits de chimiothérapie, notamment beaucoup utilisés dans les cancers du sein ou dans les lymphomes, sont responsables de cardiopathie dilatée. Et il s'agit de la classe des anthracyclines. Alors, ce que vous pouvez savoir sur les anthracyclines, c'est qu'il s'agit d'une cardiotoxicité qui est dose dépendante, qui est cumulative, le plus souvent irréversible. Ça se manifeste par le développement d'une cardiopathie dilatée qui est asymptomatique initialement, puis qui devient symptomatique. Le délai d'apparition par rapport au traitement est varié. Ça peut se manifester dès les premières cures ou alors ne se révéler que plusieurs années après. Et en pratique, avant une chimiothérapie par anthracycline, on conseille de faire un bilan cardiologique préalable
si on a une altération sévère de la fraction d'éjection, il ne faut pas mettre d'anthracycline parce qu'on risque de l'aggraver. Septième question. La fonction cardiaque au long cours de la patiente ne s'améliore pas. Quel traitement de fond instaurez-vous? Donc, on se retrouve dans le cadre d'une patiente qui a une cardiopathie dilatée sévère qu'on souhaite prendre en charge de façon chronique alors qu'elle est stable. Donc, c'est un traitement ambulatoire pour prise en charge de l'insuffisance cardiaque chronique. Le traitement est avant tout médicamenteux avec une association entre des médicaments qui luttent contre le système rénine-angiotensin-aldostérone, donc des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Ensuite, des bêta-bloquants. Alors il faut savoir que IEC, ARA2 et bêta-bloquants sont des médicaments qui doivent être augmentés progressivement jusqu'à dose maximale tolérée. Ensuite, on mettra des diurétiques de Lance pour les symptômes congestifs. Donc là, l'objectif est d'avoir la dose minimale efficace. On mettra des diurétiques épargneurs de potassium, donc des anti-aldostérone comme de l'éplérénone ou du spironolactone, en cas d'insuffisance cardiaque sévère, malgré traitement maximal. Outre la prise en charge médicamenteuse, il faut instaurer des règles hygiéno-diététiques, donc d'une part un régime hyposodé avec restriction hydrique, et puis d'autre part conseiller une activité physique régulière adaptée. Ensuite, chez les impatients insuffisants cardiaques, il faut programmer une réadaptation cardiaque en centre spécialisé, ce qui permet d'améliorer les performances cardiaques et musculaires du patient. Et puis, enfin, dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, on peut proposer un traitement électrique avec un pacemaker biventriculaire pour une resynchronisation ou la pose d'un défibrillateur automatique implantable si la patiente rentre dans le cadre des indications. À côté de ça, chez cette patiente, il faut équilibrer ses facteurs de risque cardiovasculaire, il faut prendre en charge son flotteur atrial, donc l'anticoagulé au long cours, s'il récidive, le ralentir et le réduire, s'il ne récidive pas, maintenir le rythme sinusal par cordarone ou discuter l'ablation du flotteur. Et puis, dans le cadre d'une pathologie chronique grave, comme celle dont souffre cette patiente, pensez aux mesures associées, la déclaration d'affection longue durée, la prise en charge à 100%, pensez au soutien psychologique, à l'éducation de la patiente, et puis voilà, il faut une surveillance clinique des signes d'insuffisance cardiaque, de la dyspnée, une surveillance paraclinique, notamment du BNP, de l'échographie cardiaque, qui doit être régulière. Quelles sont les indications de pacemaker dans l'insuffisance cardiaque? Alors, les indications de pacemaker dans l'insuffisance cardiaque, en fait, on a une indication. C'est une insuffisance cardiaque sévère, c'est-à-dire cliniquement, un stade 3 ou 4 NYHA, avec une dysfonction ventriculaire gauche, avec une fraction d'éjection réduite, donc à l'échographie, une FEVG à moins de 35%, une persistance des symptômes cliniques malgré traitement médical optimal, et une désynchronisation ventriculaire avec des QRS élargis à plus de 120 millisecondes à l'électrocardiogramme. Donc si on a ça, patient symptomatique, NYHA3 ou 4, malgré traitement médical optimal, FEVG moins de 35%, QRS large, on a une indication à la resynchronisation ventriculaire. Alors, 8e question. Malgré votre prise en charge, l'état cardiaque continue de se dégrader dans les mois qui viennent. Quelle thérapeutique de dernier recours proposez-vous? Donc, chez cette patiente, il y a 2 réponses qui sont acceptées à cette question. C'est les 2 choses qui seraient à discuter chez elle. La première, c'est la transplantation cardiaque. La deuxième, c'est l'assistance cardiaque longue durée. Pourquoi? Elle a un état cardiaque qui se dégrade. Malgré tous les traitements instaurés, on ne peut pas assurer une fonction cardiaque qui soit compatible avec une qualité de vie décente alors que c'est une patiente qui est jeune. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la patiente présente 2 contre-indications potentielles à la transplantation cardiaque. Ces 2 contre-indications sont toutes les 2 relatives. C'est d'une part la présence d'un cancer évolutif ou datant de moins de 5 ans, et d'autre part son âge, parce qu'elle a 63 ans au début de dossier, mais vu l'évolution, c'est une patiente qui devient âgée. Alors, ces 2 contre-indications relatives sont à discuter, et si on ne propose pas de transplantation, on peut proposer une assistance cardiaque longue durée, donc une assistance mécanique. Mais c'est un de ces 2 projets qui devrait être privilégié au long cours pour proposer une prise en charge à cette patiente.